Je suis finalement quelqu'un de très ordinaire qui a peut-être fait, au dire de certains, mais pas à mes yeux en tout cas, des choses assez extraordinaires. Mais le moteur initial, c'est, puisque ce n'est pas possible, faisons-le. Une non-réussite est source de progrès extraordinaire. Si on ne va que de réussite en réussite, on ne progresse jamais. BFM Entreprise, Leadership, la méthode, sur BFM Business. Bonjour Pierre Dantin. Bonjour Sandra. Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission BFM Entreprise sur le leadership. C'est difficile, Pierre Dantin, de vous donner un rôle unique. Vous en avez plein. Vous êtes professeur des universités. Vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille Université. Vous êtes co-créateur de l'Académie des coachs. Vous êtes co-directeur du laboratoire management sport cancer. Vous conseillez aussi les grands patrons. Est-ce qu'il est possible de vous présenter en seulement quelques mots, Pierre ? L'exercice est toujours difficile parce que, pour ne rien vous cacher, même quand on me présente, j'ai toujours du mal à le croire et à accepter cette réalité en fait, parce que d'où je viens dans mon histoire, c'était pas prévu. Et je pense que la meilleure façon de me présenter, c'est peut-être de dire tout simplement les valeurs qui ont guidé mon action. À partir du moment où c'est impossible et on ne t'a pas prévu pour, ben, fais-le, démontre, évalue-toi et sois toujours exemplaire dans ce que tu fais. Voilà à peu près les valeurs qui ont guidé mes actions. Alors, ce que j'ai fait, bien évidemment, a un petit côté spectaculaire quand on le regarde, mais sachez que c'est un éternel insatisfait qui les a fait aussi. À la fois un éternel insatisfait et on va y revenir, quelqu'un qui met un point d'honneur à finalement combler ses désirs. Oui. Bah, pour ne rien vous cacher, dans mon parcours original, j'étais absolument nul à l'école. En tout cas, c'est comme ça qu'on me catégorisait. On a du mal à le croire. Et c'était pourtant vrai. C'était pourtant vrai. Et j'ai été sauvé à la fois par le sport et par un lycée agricole, comprenne qui peut, qui m'a dit que finalement, j'étais peut-être pas tout à fait nul, mais j'étais d'abord guidé par mes rêves. Puisque rien d'autre m'était possible, puisque je n'étais pas dans les standards, puisque je ne ressemblais à personne d'autre visiblement, en tout cas au rang de ce que me disaient mes professeurs, ben, il était devenu pour moi important de rêver. Donc j'ai rêvé d'aller aux Jeux Olympiques parce que j'avais qu'un seul endroit où je pouvais avoir quelques compétences à ces époques-là, c'était le sport. Je rêvais d'être quelqu'un d'important à l'Olympique de Marseille, enfant des quartiers nord, de la campagne Lévesque, vous imaginez. Et je rêvais aussi et surtout finalement, avec un petit sentiment de revanche, là, sans être cabotin ni poseur, je rêvais d'être le prof que j'aurais aimé avoir à ces époques-là. C'est le fait de rêver et d'avoir dans son environnement un environnement qui dit non, tu n'y arriveras pas, parce que tu es parti de trop bas, qui fait que justement, c'est ça qui donne l'envie, c'est ça qui donne l'énergie, et c'est ça qui ne donne pas de limite. Alors, ça fait partie des carburants, oui, mais c'est aussi très limitant, parce que si on fait tout par revanche, on ne se développe pas, on ne s'étonne pas de soi-même, on doit toujours ce que l'on réalise à une voix d'opposition qui tend à dire que tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, on ne construit rien dans le conflit. Mais le moteur initial, c'est, puisque ce n'est pas possible, faisons-le. Exactement, pas de limite à ce niveau-là. On est dans une émission leadership. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est dans votre idée à vous, le leadership, et savoir si finalement vous vous êtes assez vite senti leader. J'ai senti une différence. Alors, vous savez, après, c'est toujours très difficile de parler de soi. Mais j'avais une aspiration à ne pas regarder comme les autres les situations, à ne pas interpréter comme les autres les interactions humaines, et à avoir une vision assez claire, finalement, des chemins, et des chemins des possibles. Et donc, je me suis alors rendu compte que, finalement, le leader était peut-être celui qui créait de l'adhésion, de l'énergie, et qui objectivait des choses que les autres ou n'osent pas voir, ou s'interdisent, ou par normes et comportements standards. Il y a peut-être une part d'anticonformisme en moi qui, de toute façon, est caractérisée par mon récit personnel, je peux difficilement le nier, qui m'a mené, ni plus ni moins, qu'à se dire, si j'objective un rêve, il a peut-être une chance de devenir une profession autoréalisatrice, et je vais peut-être m'en rapprocher. Et en ce sens, suis-je un leader, je ne sais pas, mais en tout cas, suis-je quelqu'un d'assez déterminé quand il est porté par ce en quoi il croit, oui, ça c'est certain. Oui. On a vraiment l'impression que vous avez façonné votre parcours, votre vie, non pas forcément en la pensant à l'avance, mais en faisant de toute façon par rapport à votre personnalité. Il n'y avait pas le choix. Vous êtes
très présent évidemment dans le sport de haut niveau. Vous avez travaillé pour des clubs. Vous travaillez aussi, vous êtes celui un peu qui murmure à l'oreille des grands patrons. Vous avez bossé à l'Olympique de Marseille, on l'a dit. En fait, votre job, c'est quoi? C'est de régler les problèmes des autres, régler les problèmes des patrons aujourd'hui? C'est aider. Voilà, je crois que, en fait, si je devais me caractériser, c'est aider. Et ce qu'aider veut dire, c'est tout simplement être là, non pas pour donner des réponses, non pas pour donner des orientations, mais pour poser des bonnes questions. Je crois qu'en fait, quand on veut aider quelqu'un dans la vie de tous les jours, y compris ses proches et ou autres, l'enjeu n'est pas de leur dire ce que vous pensez qu'ils doivent faire. L'enjeu, c'est de les amener à avoir plusieurs points de vue sur une même réalité par le questionnement. Et ensuite, à chacun son récit, à chacun son histoire et à chacun ses choix. Et je crois qu'en fait, il y a rêve et liberté dans ce qui me caractérise. Et aussi et surtout, rien ne peut être impossible à partir du moment où on a la conviction que c'est ce qu'on a choisi, que c'est ce que l'on veut, et qu'on sait évaluer systématiquement le parcours et le chemin vers l'accès à ses rêves. Donc, voilà ma définition de la relation d'aide. Et voilà pourquoi, en fait, si vous acceptez cette idée, je suis finalement quelqu'un de très ordinaire qui a peut-être fait, au dire de certains, mais pas à mes yeux en tout cas, des choses assez extraordinaires en étant au soutien et dans une relation nourrissante, avec une réciprocité. Et en fait, c'est le rapport de confiance qui caractérise davantage ce que je fais. Alors, mes évaluations, je me les fais tous les jours. Mes évaluations, je me les fais tous les jours pour ne rien vous cacher. Et je considère que ce qui est fait, c'est fait. Mais le plus important est demain. Donc en fait, je suis à la fois exalté et en même temps, je me découvre une forme de sagesse que j'ignorais dans mon parcours antérieur parce que, quelque part, ma boulimie de vie et je voulais absolument, quelque part, vivre des situations assez extraordinaires pour me rendre compte que tout ce qu'on m'avait raconté était faux. Boulimie de vie, boulimie de travail aussi, vous travaillez énormément. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, déjà que les patrons ont des faiblesses, est-ce qu'ils sont aptes à dire qu'ils en ont? Et quand ils ont fait ce pas-là, qu'est-ce qu'ils vous demandent, par exemple? Mais les patrons ou les femmes chefs d'entreprise sont des êtres humains. Ça veut dire qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps? Il y a certaines questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que je suis toujours à ma place? Est-ce que j'en ai toujours envie déjà? Déjà parce que vous savez, être une femme ou un homme seul qui décide dans un univers de contraintes, avec en plus la connotation très péjorative de la réussite en France, toute réussite est suspecte chez nous, toute réussite contrevient aux standards, toute réussite contrevient à la norme, fait d'eux des gens qui ont systématiquement une cible collée dans le dos aussi. C'est-à-dire, non seulement ils doivent amener leurs troupes, prendre tous les risques, tous les risques, un patron, c'est-à-dire quelqu'un qui est propriétaire de sa propre entité, prend tous les risques fiscaux, pénaux, juridiques, sociaux, et aussi et surtout, dès lors qu'il réussit, on lui accorde systématiquement une cible dans le dos. Donc, c'est à la fois... les aider, c'est tout simplement écouter ce qui fait toujours sens pour eux et ce qui leur permet de reconstruire leur propre empowerment, c'est-à-dire cette capacité, l'incapacitation à se sentir toujours capable de ce que l'on veut, de ce que l'on est, de ce que l'on souhaite et de ce à quoi on aspire. La réussite, c'est suspect, vous l'avez dit. Il y a aussi en France cette notion d'échec qui ne passe pas, alors qu'on apprend énormément de ces échecs. Est-ce qu'il faut apprendre ça au patron? C'est-à-dire que les échecs, finalement, sont des opportunités et qu'il faut en profiter. Mais l'échec n'est qu'un point de vue moral sur une situation ou philosophique. Une non-réussite est source de progrès extraordinaire. Si on ne va que de réussite en réussite, on ne progresse jamais. On ne devient jamais, en fait. C'est très nietzschéen ce que je vous dis. Mais comment devenir autrement que par la confrontation à ce qu'on ne sait pas au moment où on pensait le savoir? On réalise qu'ensuite, il y a des axes de progrès. Alors, très souvent, vous savez, le management regorge de citations toutes prêtes et de lieux communs, c'est-à-dire tu échoues, tu apprends, tomber 10 fois, se relever 11 fois. Non, l'enjeu, c'est, puisque c'est mon chemin, en fait, je l'ai choisi. Mais ça devient donc une histoire toute simple. Ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui devient mon chemin. J'accepte ça.
J'accepte ça. Et donc, il n'y a pas de logique d'échec. Il y a une non-réussite qui va un peu affecter mon ego, qui va remobiliser mes facteurs de motivation intrinsèques, ce que je suis, mais qui aussi et surtout va me raconter l'histoire de mieux et demain. J'ai lu que vous aviez dit le patron, quand tout va bien, il s'emmerde. On a l'impression, quand on vous écoute, que vous aussi, c'est-à-dire qu'il faut constamment être dans l'action. Est-ce que c'est ça un leader? Quelqu'un qui est tout le temps dans le mouvement, quelqu'un qui cherche toujours à apprendre et à régler des situations? Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui, de temps en temps, a besoin de se mettre sur pause. Parce que celui qui vous parle, de temps en temps, ses petits moments de faiblesse, et il va se réfugier en Corse pour essayer de tempérer ses crises existentielles à son tour. Quoi de plus naturel? Donc, en fait, oui, c'est pas l'hyperactivité, en fait. C'est mobiliser ses ressources cognitives, ses schémas mentaux et sa volonté d'être dans la réalisation de ce que l'on espère que sera sa vie. En fait, un leader, un entrepreneur, dans chaque entrepreneur existe un leader. Dans chaque entrepreneur existe un leader et quelqu'un qui s'offre le luxe de se choisir son destin en entraînant les autres. Et donc, ça nécessite beaucoup d'énergie, mais aussi et surtout un rapport à soi qui est clairement établi. Parce que très souvent, on entreprend ou pour se trouver ou pour se fuir. Et à un certain moment, c'est pour s'accomplir. Et donc, l'échec ne prend alors que la définition de problème à régler à venir et de non-réussite. Votre moteur, c'est l'humain. Vous aidez tous ceux qui vous le demandent, ou parfois vous refusez certains profils. Ah, d'abord, j'ai mes têtes. J'ai mes têtes, j'ai mes valeurs. J'ai mes valeurs. Et je ne ferai pas n'importe quoi, n'importe comment, et avec n'importe qui. Donc, j'ai tendance à toujours écouter. J'ai tendance à aider à une seule condition, c'est que je sois en communauté de valeurs. Si je suis en communauté de valeurs, je rentre en communauté de destin. Ça, c'est la condition. C'est la seule. Vous mettez ce savoir-faire et c'est ça qui est intéressant aussi. On a parlé tout à l'heure des dirigeants de clubs de sport, de ce monde du sport, de coacher les coachs, les grands patrons. Mais cette façon de parler aux gens, de retrouver la confiance, vous le mettez aussi au service de la santé, et notamment des malades du cancer, des soignants du cancer. Comment on passe de cet univers de puissant, j'ai envie de dire, à un univers de la santé de tout le monde? Merci de cette question. Parce que c'est une question qui m'a permis à mon tour de retrouver d'autres moteurs de réaccomplissement. Quand on accompagne des grands patrons, des belles aventures choisies, des grands coachs, Claude Onesta, j'ai tout gagné, plus d'une fois, je passe sur son palmarès, et plein d'autres. Le principe ici, c'est pas me faire l'inventaire, mais c'est un jour d'avoir été capable, tous ensemble, de se poser une question, que ce soit avec certains grands patrons comme avec les grands coachs, gagner ou réussir, mais pourquoi faire finalement? Gagner, pourquoi faire? Avoir je ne sais quel EBITDA, pourquoi faire? Et le sens profond qui est alors apparu avec les coachs sportifs et certains grands patrons, c'est se dire, mais l'utilité aux autres. Et dans l'utilité aux autres, on s'est alors rendu compte qu'effectivement, les gens qui ont un fort leadership, les grands coachs sportifs aussi, développent des aptitudes à non pas motiver, mais à veiller et à surveiller ce qui peut démotiver les gens qui ont choisi. Et un enseignant chercheur que je suis, je me suis dit, mais et si on prenait tout ça à l'envers, en fait? Et si on allait auprès de gens qui sont dans des situations subies, le patient, en oncologie, et essayer de transférer ces stratégies d'action qui obéissent à l'empowerment, j'en parlais, qui obéissent aux facteurs de motivation intrinsèques, pour essayer de leur apporter une aide qui soit non médicale, mais extraordinairement support. C'était il y a 10 ans, une belle rencontre avec le professeur Viens, le professeur Blaise, qui m'ont dit pourquoi pas. Le doyen de la faculté de médecine, Georges Leonetti, qui m'a dit c'est une bonne idée, mais comme cette idée me paraît très bonne, il va falloir qu'on l'encadre de robustesse scientifique. Donc on a décidé de créer une unité de recherche et où on a mis le patient au cœur de cette unité de recherche. Quels sont ses besoins pendant son parcours de soins ou au moment de sa rémission? Et donc est né le principe d'onco-coaching. Et c'est le programme Rebond dont on parle ici. Il y a ce livre aussi que vous avez coécrit avec Patrice Viens,
rebond, s'entraîner à revivre. Vous aidez donc les patients en rémission de cancer. Qu'est-ce qu'on leur redonne dans cette situation où ils ont connu le gouffre, l'arrêt de leur vie pendant un certain temps? On leur redonne le contrôle, la confiance, la projection à nouveau vers l'avenir? Surtout, retrouver son identité. Vous n'êtes pas un cancéreux. Vous êtes une personne qui a subi l'épreuve du cancer et votre identité, c'est pas cancéreux, même si la société vous le rappelle en permanence. Et donc, la question la plus puissante et magique, c'est dans un cadre idéal, dans un mois, vous faites quoi? Et le préalable le plus important, c'est de leur dire, votre cancer n'a pas sa place entre nous. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Et c'est paradoxal, tout ce qu'on peut se dire, mais ce sont les phrases réputées magiques auprès d'eux, qu'il nous a fallu 10 ans pour comprendre, par la recherche. Je suis tout seul ici, mais je suis entouré de beaucoup de gens, et c'est un peu au nom de tous ces gens que je parle. Vous savez, diriger un programme de recherche, c'est être tout petit dans un univers de gens très grands, mais leur permettre d'être les plus efficaces possibles, peut-être un peu de management aussi, qui sait. Mais c'est aussi et surtout donner, redonner le droit, par un questionnement adapté, à la personne qui a subi un cancer, de choisir. Choisir. Quand on ne fait que subir, rechoisir est un exercice extraordinairement complexe. On va passer à la suite, à la photo tout de suite. BFM Entreprise, Leadership, la méthode. Dans cette émission, on vous propose une photo de vous. J'ai choisi cette photo-là, elle va apparaître juste ici. Est-ce que vous pouvez la commenter, Pierre Dantin? Ah oui, c'est une photo dans un endroit que j'aime beaucoup. C'est le Cercle des nageurs de Marseille. Derrière, on voit le Frioul. Il a échappé à personne que mon authenticité s'entend toujours, pique un peu les yeux, mon accent c'est un peu l'ail. Mais en fait, c'est d'où je viens, c'est mon histoire en fait. Les quartiers nord, Marseille. C'est mon histoire et merci d'avoir choisi cette photo parce qu'elle avait été faite pour un article qui reconnaissait je ne sais trop quoi que nous avions fait. Mais elle me permet surtout de mesurer ce qui était fait à cette époque-là et tout ce qui nous reste à faire demain. Et avec une volonté d'être assez marquée quand même. C'est-à-dire que quand on regarde la mer derrière et comme on m'attronche là, je me dis, puisse un jour, à ceux et celles qui m'écoutent, pouvoir être inspirés par une partie de mes propos en choisissant à leur tour leur destin. Donc cette photo raconte une partie d'un chemin parcouru, elle a 3 ou 4 ans je pense, et elle me dit à moi tout ce qu'il me reste à faire, qui est davantage à la transmission et puis aussi dans la capacité de conviction de pouvoir dire dans un moment un peu de société où tout est un peu pourri là, qu'il reste encore plein de chemins d'espoir. Et si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder ce que l'on fait, ce que l'on dit et surtout ce que l'on prouve en fait. Voilà. Parce que la surmédiatisation de l'univers dans lequel nous sommes amène les gens à se couper de toute forme de réalité, de toute forme de nuance, de toute forme d'évaluation. Et donc, une émotion chasse à une autre, le propos, l'invective, la non-présence d'œuvres réelles amène chacun à croire qu'il existe et qu'il est important parce qu'il est suivi par des followers ou parce qu'il a raconté que des salades qui ont eu pour but peut-être d'être crus par des gens qui étaient en situation de souffrance ou des gens qui cherchaient un sens à leur propre réalité. Donc, quand je vois cette photo, je vois le chemin parcouru. Et je me dis, zut alors, ne regardez pas la photo, écoutez peut-être, mais devenez un peu ce que vous êtes, sans l'ultra nécessité de vouloir ressembler à quelqu'un si ce n'est vous, quoi. Et clairement, j'aurais envie de dire qu'une chose, l'immense courage des entrepreneurs, l'immense courage des patrons, dans un univers où le standard est la norme, entre guillemets, leur donne des encres à peu près partout, quoi. On est un peu attaché à peu près partout. Oui. Donc, cette liberté d'être, en fait, moi, je la suggère à tous ceux qui suivent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être d'autres moyens de devenir que de vouloir ressembler à ce que l'on n'est pas. Parce que sinon, quelle frustration et quel refoulement dans la vie. Allez, on va conclure tout de suite. BFM Entreprise, Leadership, la méthode. C'est quoi votre plus belle réussite, justement, Pierre? Écoutez, comme vous le savez, j'aime pas trop parler de moi.
Mais ma plus belle réussite, c'est peut-être le regard de gens que j'ai aidés qui me permettent de repérer que l'enfant que je fus n'était pas si nul. La relation au patient m'inspire beaucoup. Et ensuite, les réussites, l'accompagner des réussites sportives, mais j'ai un mal fou à évaluer quelle est ma contribution réelle. Mais le rapport de confiance avec des gens qui sont importants pour moi, pas tous les gens que je conseille sont mes amis, mais quelques-uns d'entre eux, et l'un d'entre eux plus particulièrement, m'amène à me dire que je ne sais pas si j'ai réussi, mais je suis devenu ce que j'espérais être. Vous m'avez dit aussi que travailler avec les patients, travailler avec les soignants et puis les aidants aussi, vous auriez aimé y penser plus tôt. Oui. J'aurais aimé y penser plus tôt parce que quand on accompagne des aventures extraordinaires, on peut se couper des réalités. Et en fait, la réalité est se cogner au réel, comme le disait Lacan, le réel c'est quand on se cogne, me renvoie systématiquement à me dire waouh, la vie est belle et puisqu'elle est belle pour toi, rends-la un peu meilleure pour les autres. Sans être très judéo-chrétien, mais mon éthique à moi, c'est on n'est rien sans les autres. Et j'ai toujours été construit comme ça, parce qu'un jour, un professeur de sport a vu en moi ce que j'étais finalement, mais que je ne croyais pas. Des patrons ont vu en moi plein de qualités que je ne me soupçonnais pas. Et s'il s'agit pour moi maintenant de rendre, j'en suis le plus heureux, et ça contribue à mon accomplissement personnel, oui. Quand on regarde la route, quel a été le plus gros échec? Pas forcément une déception ou quelque chose de négatif, mais finalement celui qui a peut-être fait aussi le plus rebondir derrière. Alors, ce n'est pas un échec qui m'a fait rebondir, c'est un sentiment de totale incompétence et de absolument pas être à ma place en tant que secrétaire général de l'Olympique de Marseille, où je suivais mon ami Pape Diouf, qui lui était fait pour ça. Donc, mon rêve, finalement, une fois que j'ai pu le réaliser, je me suis rendu compte qu'il était bien plus chimérique qu'imaginaire institué, nourrissant. Et je me suis donc, entre guillemets, réorienté vers ce que je pensais qu'était la réalité de ma fonction. Ça a pris du temps de se faire cette réflexion, de se dire non, là, tu te trompes? Non, ça a pris peu de temps. Parce que je me revois à discuter avec Pape en lui disant « Pape, je ne suis pas fait pour ce que je fais ». À me parler à Robert Louis-Dreyfus, en disant « Robert, je t'ai suivi parce que j'avais refusé 4 fois de venir au club, t'as fini par me convaincre, mais je me déclare incompétent ». Je pense que ma compétence, elle est davantage destinée à aider les individus et à aussi et surtout vivre de belles aventures avec des défis, une mise en risque que j'avais à l'Olympique de Marseille, mais je ne comprenais pas le système dans lequel j'étais. Et je suis absolument pas fait pour faire de la politique. Et être président d'un club de football, c'est d'abord faire de la politique. Oui, c'est bien de le savoir. Vous m'avez dit, pour terminer, je suis quelqu'un qui a réalisé ses rêves. Quand on a réalisé ses rêves, c'est quoi la suite? Alors, tout cela est très prétentieux, je trouve, que d'avoir dit ça de ma part. Mais oui, non, mes rêves d'enfant, oui. Maintenant, mes rêves d'adulte, c'est transmettre, permettre à mes étudiants, entre guillemets, de découvrir à la fac ce qu'ils ne devraient pas découvrir à la fac, aider les patients, continuer à être au soutien des gens qui m'accordent leur confiance dès lors qu'il s'agit de transformer leur vision en projet. Mais je crois que l'exercice majeur, c'est à la fois l'exercice de transmission et permettre aux autres sans ne vouloir qu'ils vous ressemblent. Voilà. Donc en fait, c'est essayer de libérer la liberté d'entreprise et d'entreprendre. C'était le leadership selon Pierre Dantin. Merci Pierre Dantin d'être venu dans cette émission. Si vous voulez connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast et sur nos réseaux sociaux bien sûr. Tous les lundis aussi à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée. BFM Entreprise, leadership, la méthode sur BFM Business.